Mesdames et messieurs, bonsoir. Elle redonne au mot texte son sens originel. Texte du latin textum qui signifie tisser, en toute lancée des fibres pour le tissage. L'auteur est une belle fileuse de mots. Son personnage, une belle fileuse d'amour. L'amour, le fil conducteur de ce recueil de 8 nouvelles écrites par André-Marie Diagne. Bonne année. Pas de fil de fer barbelé entre l'auteur et le présentateur de votre émission Belle Ligne, mais juste des liens. Professeur, bonsoir. Bonjour. Bienvenue dans Belle Ligne. Très contente de vous retrouver. Un plaisir partagé. Pour éduquer l'âme d'une jeune fille, toutes les religions du monde ne valent pas une mère. Proposition ou bien idée de Hugo dans son chef-d'œuvre Les Misérables. Une idée que vous confirmez d'ailleurs dans la première nouvelle qui s'appelle Fileuse d'amour, qui est même éponyme par rapport à ce recueil. Pourquoi la mère joue-t-elle un rôle aussi important dans l'éducation familiale? Alors la mère, je pense que c'est pas propre à l'Afrique. Vous venez de citer Hugo. Oui. Si on voit par exemple dans L'Enfant Noir, la dédicace de Kamara Lai à sa mère, et je retrouvais en préparant mon prochain cours, la reprise donc avec les étudiants de la FATEP, un texte de la poésie parnassienne où l'image de la mère est évoquée par, disons, le poète qui se souvient de son enfance. Et donc, on pourrait citer aussi Chant d'ombre, hein, Femme noire, pour dire au fond que dans toutes les sociétés, la femme est d'abord celle qui est le plus proche de l'adulte que vous êtes. Quand vous étiez enfant, c'est d'abord le giron maternel, les mains maternelles, les soins maternels qui vous accompagnent. Et l'idée de cette nouvelle éponyme m'est venue lors d'une préparation de la fête des mères. Et une de mes collègues, d'ailleurs psychopédagogue à la FASTEF, que vous devez connaître, Madame Pierrette Connet, m'a posé la question suivante: qu'est-ce que ta mère représente pour toi? Une bonne question. En fait, la fête des mères. Une grosse question. Mais alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que ma mère est pour moi? Qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? Et donc, le fil des souvenirs s'est dévidé et j'ai retrouvé mon enfance dans un petit village de la Haute-Volta où j'ai commencé à aller à l'école, où on entendait des hyènes. Et donc, c'était pendant donc, cette période fin de la colonisation, un moment important où le rapport à la mer a été fondamental pour moi. Et donc, je me suis souvenu des activités quotidienne de cette mère de famille dans un cadre villageois champêtre où elle avait tout à faire, mais où elle avait le soin d'une flopée de filles. Elle a eu beaucoup de filles, que ma des mère. Filles. Nous sommes 8, non, elle a eu des garçons aussi. Avant moi, un garçon, mais qui a été rappelé. Et donc, la femme et la jeune fille dans la société africaine ont un rôle très important. Et donc, il y a une dose d'autobiographie. On parlerait même, comme le professeur Amadouli, d'autofiction dans ce recueil de nouvelles. Écriture de soi quelque part. Et comme on dit, il y a toujours quelque chose de vous qui transparaît dans vos textes. C'est vrai. Mais avant tout, vous êtes d'abord un observateur. Et quand j'ai dit fileuse d'amour, derrière l'image de ma mère, j'ai pensé à toutes ces femmes africaines qui, de façon assez dérisoire, sont désignées comme des êtres sans emploi. Parce que jadis, sur les cartes d'identité, quand on demandait profession de la mère, on mettait sans profession, S-A-N-S, alors qu'on aurait dû écrire C-E-N-T. Sans profession. Sans profession, parce que ce qu'une maman fait dans la maison, de l'aube jusqu'à l'heure où elle se couche, où elle accepte d'aller au lit, c'est faramineux et c'est tenu pour zéro. Je trouve qu'il fallait corriger un peu cette injustice qui est faite à toutes les femmes qu'on dit analphabètes en guillemets, mais qui n'en sont pas moins ménagères, qui n'en sont pas moins, disons,
des agents de développement, d'éducation, de formation. Donc c'est en même temps un hommage à toutes les femmes, surtout les africaines. Oui, un hommage qui est transféré dans ce recueil, qui se conjugue au féminin, si on peut le dire. Mais il y a un mot important pour décoder ce recueil, c'est le mot fil. Oui. Fil, pourquoi ce choix? Pourquoi le symbolisme du mot fil? Alors, le fil, c'est d'abord, comme l'image, la page de couverture l'illustre, Ouais. une activité typiquement féminine. En Afrique, dans la division des métiers, des travaux, la femme, elle file le coton qu'elle n'a peut-être pas planté. Elle ne tisse pas le coton. Le tisserand est toujours un homme. Aujourd'hui, bien sûr, avec les machines modernes, on a des métiers à tisser féminins, Oui. fait de très beaux pagnes, mais à l'origine, comme la poterie, la femme, elle tisse le coton et elle en fait, disons, des couvertures, des habits. Et j'ai vu aussi ma mère, disons, se livrer à cette activité sans but lucratif, parce que C'est ça. elle n'arrêtait pas de filer. C'était volontaire. C'était volontaire. Ça faisait partie de l'éducation des jeunes filles au village, dans notre village, son village à elle, Ah oui. Thomas, hein, qui est aussi celui du professeur Kizerbo, pour dire qu'une jeune fille devait savoir faire la cuisine, aller chercher de l'eau, aller chercher du bois, mais le soir, les jeunes filles, elles apprenaient à filer le coton. Et ça faisait partie de la formation des filles. Et ce travail n'est pas une sinécure, c'est une tâche ardue. Pas du tout. Et derrière ce travail, il y a toute une symbolique. Tout à fait. Confectionner des fils, Oui. mais également comment entretenir les liens Les sociaux relations, dans l'espace les familial. liens, oui. Oui, ça c'est le Alors, travail ça- de la mère. Ça m'est apparu aussi fondamental dans notre société parce que toute burkinabé que j'étais, je Oui. me suis étonnée de retrouver les mêmes motifs de pagne indigo chez les femmes diola. Et je suis allée à une exposition de pagne pour la paix en Casamance, faite par l'Association des femmes pour la paix en Casamance. Et quand j'ai vu les pagnes exposées, j'ai dit, mais c'est tout à fait ce que je ramène du village quand je vais au Burkina Faso. Et ce n'est pas étonnant parce que l'ethnie à laquelle j'appartiens, le Samo, est, disons, en traduisant le mot, ce sont les gens de sang qui se trouvent au Mali, et le Samoro, la langue, fait partie du groupe Mandé. Donc, quelque part, il y a un lien entre la culture mandingue, casamançaise, diola, et, disons, cette partie donc, de l'ancienne Haute-Volta qui est frontalière avec le Mali. Donc, vous voyez, c'est aussi la place du pagne, de tout ce qui est le produit du fil dans la vie africaine. Par exemple, quand un bébé naît, on vous dit quand on le baptise, c'est dans un pagne qu'on le reçoit. C'est vrai. Quand on accompagne la mariée qui rejoint le domicile conjugal, on la couvre de plusieurs pagnes. C'est vrai. On la rend invisible quelque part, il y a tout un jeu symbolique. Et chez les Diola, aussi bien que chez les Samo, notre ethnie, quand vous perdez quelqu'un de très proche, un père, un oncle, le défunt est recouvert d'une couverture. Donc vous voyez, toutes les étapes de la vie de l'homme sont marquées par la présence de ce pagne, cette couverture, ce boubou. Et donc pour moi, j'y ai trouvé le symbolisme de ce rôle de la femme qui est d'unir, qui est de rapprocher dans la famille, autour d'elle, plutôt que de diviser. Et vous parlez un peu de cette division et l'actualité vous donne raison. 2 drames qui se sont passés récemment. L'un à Tivaouane où un père de famille a décimé sa famille. L'autre, c'est au Mamel où un père de famille a tué sa fille. Aujourd'hui, on dit toujours que la famille maintenant s'est décomposée. Comment entretenir ce lien-là dans cette société moderne où on perd nos valeurs? Une société moderne, je vais dire, où l'imaginaire, le temps même de vie, le temps des enfants est pris en otage par la technologie moderne. C'est vrai. Ça, c'est d'abord un effet négatif parce qu'il n'y a quasiment pas de vie familiale. Quand je mange avec mes enfants, mes petits-enfants, surtout les petits-enfants, je leur dis pas de téléphone portable quand on est en train de manger.
Donc je les oblige à abandonner cet appareil-là. Parce que c'est un espace de socialisation. Tout à fait. Le repas pris en commun, je renvoie encore à Camaralai. L'enfant noir. C'est un partage. C'est un moment de retrouvailles, un moment où on est fier d'avoir une mère qui s'est occupée donc, pendant toute la journée de préparer un repas dont toute la famille va se régaler. Autre exemple, par exemple, la fête de la Tamkharit. Oui. Il y a quelques années, bon, j'allais faire mon marché à Tilène et une fois, je rencontre une maman et j'observe la manière dont elle choisit les légumes qui vont entrer dans la composition de ce tiré de Tamkharit. Mais c'est de l'art. Oui. C'est pour ça que, quelque part, c'est pas seulement une activité économique, domestique, c'est aussi de la création. Et j'ai une amie dont la fille a écrit un livre sur le boubou. Le boubou tchoup, le boubou africain. Bon, ailleurs, ça ne sera pas le coton filé, ça sera par exemple les tchoups au Mali. La femme malienne, toute l'économie malienne, l'exportation, repose sur la production de ces boubous qui sont vendus dans le monde entier en basin. Et même professeur, tout cela, ces traditions-là, ces valeurs, notre société, notre famille est à lambeaux. Selon vous, la faute à qui? À une urbanisation ou bien à une citadinisation sauvage? Vous le parlez d'ailleurs dans l'autre nouvelle, on va en parler avec Masse. C'est ça. Mais la faute à qui? Aux parents, aux enfants? Parce qu'on indexe les parents qui démissionneraient de leur mission d'éducation. Ils sont peut-être dépassés, les parents, ou alors les enfants leur échappent parce qu'ils passent une grande partie de leur temps à l'école ou dans la rue, on dit bien aussi dans la rue, ou alors ces parents ont été coupés brutalement de leur cadre de vie traditionnel, le village, où tout le monde se connaissait, on va dire tout le monde éduquait tout le monde, c'était bien ça, et on va se retrouver dans une ville où on est des inconnus, à moins, disons, que 20 ans après, on se dise on est parents parce qu'on est voisins. Mais autrement, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelait les quartiers périphériques. À l'origine, les parcelles assainies, ce qu'elles étaient. Et aujourd'hui, regardez, il y a toute une, je dirais, je pense moi personnellement, que le centre de Dakar s'est déplacé du plateau pour aller vers ces quartiers dits périphériques, qui ne le sont plus du tout parce que ce sont des quartiers où les adultes comme les jeunes, les différents métiers ont réussi à reconstituer, disons, un cadre de vie où les normes ne sont ni celles de l'Occident, ni celles de la tradition du village. Il y a donc un nouvel homme, un nouveau Sénégalais qui vit là, un nouveau jeune. Je regarde dans les médias, il y a même une métamorphose des médias, des émissions. Il y a des réactions contre, je n'ose pas dire cette opa des jeunes sur les médias. Mais c'est un fait. C'est un fait qu'aujourd'hui, les jeunes, ils vous diront, vous êtes un peu dépassés. Vous êtes dépassés par l'Internet. Petite anecdote, j'ai une tablette qu'on me donne pour préparer mes cours à distance. Je le trouve tellement beau, je le trouve précieux, je le pose presque religieusement sur ma table. Et pendant que je mange, mes petits-enfants se jettent là-dessus. Et puis quand je lève les yeux, la tablette est remplie de leurs jeux. Mais dites-moi, où est-ce qu'ils ont appris ça? Ils sont nés avec. Ce n'est plus ma génération. Je suis au regret de le constater. Mais vous faites la distinction entre l'éducation et l'occidentalisation. C'est deux choses différentes. La modernisation, c'est un facteur technologique. Mais l'éducation, c'est un facteur idéologique. Les jeunes aujourd'hui ont du mal, vous avez dit occidentalisation et non africanisation. C'est vrai. Parce qu'il m'arrive parfois, moi je vous regarde là, vous êtes jeune, vous êtes habillé comme ça, vous pouvez être de Paris, vous pouvez être de New York, vous pouvez être d'Atlanta. Le monde est métis. Mais pas comme on va dire Fongolémie, on ne vous reconnaîtrait pas à l'habit. Il y a ce qu'on appelle la mondialisation qui est passée par là et le cadre de vie, le mode de communication, le rythme et même la langue, tout a changé.
les moyens de communiquer cette langue que les anciens chérissaient, avec le souci de parler avec correction, perfection. Ce n'est plus le cas. Le SMS est passé par là. Et les candidats d'ailleurs qui attendent, qui vont recevoir le résultat via SMS, tout se digitalise. Professeur, dans ce recueil de nouvelles, la première nouvelle d'ailleurs, La fileuse d'amour, la femme, son espace, c'est l'espace conjugal. Oui. Est-ce que c'est l'espace par excellence d'une femme? L'espace conjugal, je vais dire, autrefois c'était bien le cas. Autrefois. Vous sortiez de la maison familiale, on vous accompagnait dans la maison conjugale, chez vos parents, vos beaux-parents, et les parents disaient « ne nous ramenez que les os ». Donc ça veut dire qu'au fond, la femme était quasiment considérée comme un être éternellement dépendant, éternellement dominé. Je me rappelle une expression du professeur Madior Diouf, notre maître à tous, lors des récidacs. Les récidacs, donc, c'était donc la vision de la femme. Quand vous épousez une femme, l'expression Wolof, qu'est-ce qu'on dit? Quand vous recevez votre épouse, comment on vous demande de l'accueillir, de la garder? Denko denk, c'est ça? Oui. Donc vous voyez, il y a cet effet d'appropriation qui montre qu'au fond, la femme, elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut, de s'habiller comme elle veut. Il y a tout un vocabulaire qui chosifie la femme, c'est ça? Tout à fait. Et peut-être qu'elle-même, elle acceptait aussi ça. Et moi, je me rappelle, par exemple, que jamais, étant adolescente, je ne serais sortie de la maison avec une tenue sur laquelle mon père aurait posé le regard avec une certaine suspicion. Donc, il suffisait d'un regard pour que je comprenne qu'il y avait des normes que je devais respecter. Est-ce qu'aujourd'hui, les parents sont capables de faire ça? Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Il y en a qui sont tellement dépendants même de leurs enfants qui font ce qu'ils veulent. J'en tiens comme preuve un clip, Louis Sayon. C'est tout à fait ça. Ce que je fais, comment je m'habille, que t'importe mes choix. Aujourd'hui, si l'enfant vous dit ça, vous auriez dit en Occident, c'est acceptable, mais aujourd'hui, un parent, un Africain à qui l'enfant dirait ne te préoccupe pas de comment je gagne ma vie, etc. On a beaucoup de mal à définir le mot liberté. Ça peut choquer. Ça peut choquer quelque part parce que la liberté, ce n'est pas la possibilité de faire n'importe quoi. C'est de faire des choses qu'on assume. C'est de faire des choses aussi, je vais dire, qui ne vont pas choquer ou qui ne vont pas nuire à d'autres. Je pense que c'est là l'éducation. Liberté n'est pas liberticide. L'éducation qu'on recevait à la maison, qui est différente de la scolarisation. Donc je crois qu'il faut que les mamans continuent à éduquer les enfants à la maison, à leur donner certaines normes de comportement, des principes. Et bon, je suis en train de préparer un texte sur l'œuvre de Mariama Ndoye, grande écrivaine lébou, et qui montre que chez les lébous, un enfant, il faut l'éduquer. D'abord lui donner une certaine conscience de sa propre dignité, faire en sorte qu'il ne soit complexé devant aucun roi. C'est ça. Mais en même temps, que cet enfant-là puisse accepter jusqu'au suprême dénuement, qu'il aille jusqu'à se coucher par terre, à se priver de repas et à se dire « je dois supporter les phases les plus difficiles, les moments les plus difficiles de la vie ». Parce que, comme dit un autre collègue, Omar Sankaré, après la nuit vient le jour. C'est ça. C'est ça l'éducation. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Une certaine endurance, voilà. Je crois que ça, c'était des valeurs qu'on ne doit pas, auxquelles on ne doit pas renoncer aujourd'hui. Une endurance qui nécessite beaucoup de la patience. Professeur, vous me permettez un peu de ressasser un sujet polémique. Oui. D'ailleurs, je posais cette question par rapport à la femme, l'espace conjugal. Oui. C'est pour aborder un peu le terme de féminisme. Alors, un sujet très polémique. Quand on lit cette première nouvelle, c'est un peu... Elle tranche avec cet avis de liberté. La femme peut être libre dans l'espace familial.
tout à fait. Quel sens donneriez-vous au mot féministe dans notre société, dans les sociétés africaines d'ailleurs? Aujourd'hui, hein? Oui. Alors, je me suis demandé si nous avions en Afrique besoin de ce féminisme qui nous est venu de l'Occident, de ce féminisme qui a résulté, je vais dire, des brimades. N'allons pas plus loin que le Code Napoléon, oui, a fait subir à la femme occidentale, jusqu'à ce que la Première Guerre mondiale, en mettant les femmes au devant de la scène, puisque les hommes étaient tous au front, c'est d'ailleurs mort. Libérés. Oui. Voilà. Pour avoir le droit de vote. Elles sont sorties des maisons et elles ont occupé l'espace, je veux dire, public. Et j'écoutais encore hier une chanson de Michel Sardou, femme des années 80, capable d'exercer tous les métiers que les hommes peuvent exercer. Donc il n'y a plus de frontières. Une femme ingénieure, une femme colonel, une femme conductrice de bus, pourquoi pas? Aujourd'hui, rien n'est interdit à la femme. Et cela n'empêche que lorsqu'elle rentre chez elle, oui, elle peut mijoter avec plaisir un plat pour son compagnon ou son mari. Il ne faut pas établir des frontières. Et c'est pas dit que le mari ne fera pas une belle omelette pour sa femme. Mais professeur, il faut apprendre à être femme. Il faut apprendre à être femme. Et pourquoi? Parce que oui, il y a une manière d'être femme. Et regardez un peu la mère quand il dit, vous avez beau accumuler les diplômes, si vous n'avez pas cette intelligence bien de chez nous, c'est important, bien de chez nous, vous ne serez rien. Oui. Moi, j'appelle ça notre humanisme, notre aptitude à voir en l'autre toujours un être humain qui est un autre moi-même. Je pense que, sans me le dire, ma mère, elle m'a inculqué ce sentiment-là. Que quand je vois quelqu'un, peu m'importe qu'il soit habillé comme un grand moronaba ou qu'il soit comme un mendiant, c'est un être humain qui mérite la même considération. Quand je dis à mes étudiants qui m'envoient un travail à corriger par Internet, sans me dire bonjour, sans dire madame, merci de trouver si joint, etc., je dis vous n'êtes pas bien éduqué. Parce que même dans Internet, on dit bonjour quand on... Vous voyez jusqu'où ça va? Il y a une éducation dans le monde virtuel. La première chose qu'on apprend à l'enfant, dis bonjour, dis merci. Et ça, je pense que c'est important. Mais professeur, la femme a le devoir et le droit de faire un choix. Oui. On vient un peu sur le choix d'Assanatou. Elle qui a osé se libérer des mains de son mari après 25 ans de mariage. Et son histoire est triste. Bon, au début, mais à la fin, elle se révolte. Oui. Mais vous dénoncez un peu ces sévices, le mariage qui est une prison à ciel ouvert pour de nombreuses femmes qui ont été mariées de force. Le mariage forcé, c'est parti d'une histoire vraie. Ah bon? Une amie qui m'a dit qu'on l'a mariée à 14 ans et qu'elle a failli mourir avec le premier bébé qu'elle a porté parce que son corps n'était pas encore prêt. C'est vrai. Et donc, des mariages forcés, vous en avez, des récits, des tragédies, des viols, je vais dire, institutionnels. Puisque la jeune fille mariée, on la donne à son conjoint, sans tenir compte de ces lois de la nature qui font qu'une jeune fille de 13 ans, elle est encore, je n'ose pas dire, on sent le lait maternel dans sa bouche. Et ces réalités sont toujours là. Sont toujours là. En Inde, vous avez les mêmes situations. Oui, c'est vrai. Dans beaucoup de pays, dans beaucoup de continents, on a cette situation. Donc je dis que un enfant, il faut d'abord l'éduquer. Un enfant, à chaque étape de sa vie, il y a des choses qu'il peut faire et d'autres qu'il est préférable qu'il ne fasse pas, d'autres expériences qu'il n'ait pas. Hein? Je me rappelle par exemple quand j'étais en terminale, j'avais du mal à lire certains auteurs. Bon, je ne vais pas les citer parce que je dis mon âge mental ne me permettait pas d'appréhender certaines situations que pourtant on peut donner dans un devoir au bac. Donc quand nous choisissons des sujets d'examen, nous tenons compte de cette maturité psychologique qui ailleurs n'existe pas.
Je vais à un congrès féministe, vous parlez de féminisme, il y a 2 ans, à Nanterre, et un des ateliers d'écriture était animé par des enseignants venus du Canada. Et donc le roman qu'il présentait racontait l'histoire d'une jeune fille qui avait invité son père à assister à sa première expérience sexuelle. Ah. Bon, planter ça dans notre décor, qu'est-ce que ça va être? Donc vous voyez que nous n'imitons pas nos sœurs d'ailleurs pour ce qui en est du féminisme. Oui. Nous voulons que la femme soit respectée, que ses droits le soient, qu'elle ne soit pas victime de violences, de brimades, que ça aille jusqu'à la mort. Et comme vous l'avez dit, on a eu des scènes terribles. Oui. Quand on imagine, si ce n'est pas de la folie, qu'est-ce que ça peut être? Parce que les mots d'Assanatou sont aussi tristes que vrais. Moi, ta nièce, c'est ainsi que tu me présentais de loin, et je devins ta 3e épouse. Je me souviens de la douleur aiguë de mes entrailles déchirées par celui que j'appelais presque père. Un an après les célébrations grandioses qui suivirent ma nuit de noces, j'accouchai d'un enfant mort-né. La sage-femme du village conseilla à tante Diaynaba de garder sa fille auprès d'elle, le temps qu'elle se remette et prenne ses rondeurs, car il fallait un bassin plus large, des cuisses plus arrondies pour éviter une autre fausse couche. Avait-elle 15 ans, cette gamine, les maternités précoces épuisent les jeunes filles. C'est vrai. C'est quotidien. C'est quotidien. Et donc là aussi, je pense qu'aujourd'hui, nous, les femmes africaines, nous devons protéger justement ces générations de jeunes filles. Bon, je suis allée une fois à Kolda, nous avons fait de l'animation et une des demandes, c'était qu'on puisse avoir, par exemple, un internat de jeunes filles dans cette région pour que des filles brillantes à l'école ne soient pas arrachées et données en mariage parce qu'il y a un cousin, un Ibra italien ou un autre qui est là et qui va donner de l'argent à la famille. Et la libération est possible. Tout à fait. Effacer les jours à venir, plus de 10 ans de vie sous le boisseau, renaître libre d'aimer. Oui. Parce qu'elle va aimer Alioune, mon homonyme. Mon homonyme. Pour dire que c'est aussi, pour les femmes, le droit d'aimer. On peut aimer après avoir été donné en mariage. Oui. Pour dire que l'amour, ce n'est pas toujours le coup de foudre. L'amour, il peut venir après, disons, des années de fréquentation, où on apprend à se découvrir, où on sent qu'on est respecté, on est considéré. Je ne suis pas, disons, je n'efface pas ça du tout, mais je pense qu'une femme peut avoir le droit, comme un homme, de tomber amoureuse. C'est un marathon, ce n'est pas une course de vitesse. Nous allons terminer, professeur, parce que le temps est presque fini, par Un homme est mort ce soir. Parler un peu des conséquences qui existent à l'intérieur des villes avec Mass. C'est ça. Un homme presque parfait, qui remplace peut-être une femme presque parfaite avec la mère. Mass, qui a été tué par des jeunes, qui se sont perdus également dans cette jungle. Oui. Sous l'emprise vous avez parlé de l'exode tout à l'heure. De l'alcool, etc. Oui. Mais la violence... Mais il y a une urbanisation sauvage. Sauvage, c'est ça. Je pense que la presse, d'ailleurs, la semaine dernière, parlait de l'ensauvagement. Vous voyez, par exemple, on me raconte l'histoire d'un jeune homme arrêté donc devant un feu, qui arrache le téléphone portable d'un vieux et lui dit « Viens chercher ton téléphone si tu peux ». Voilà, imaginez une telle scène dans l'Afrique traditionnelle. Donc cette violence, cette envie de posséder les objets que la modernité a livrés sur le marché, cette espèce de choc aussi entre les conditions les plus misérables et ce luxe ostentatoire qu'on voit partout, explique que des jeunes puissent se dire on a le droit d'aller arracher ce qu'eux ont peut-être volé, comme on dit. C'est ce qu'ils pensent. Est-ce pour autant qu'on doit se livrer à des violences meurtrières sur d'autres jeunes aussi démunis que vous? Donc c'est un peu cet appel. Je me rappelle quand le président Abdoulaye Wade a été élu, j'avais, disons, eu la possibilité d'accéder à
au téléphone de sa maison et avec une amie, nous avons pu avoir Madame Wade et nous lui avons dit que ce qu'il y aurait de mieux à faire, c'est d'abord de s'occuper des problèmes de la jeunesse, de trouver de l'emploi pour tous ces jeunes. Parce que, comme dit Voltaire, le travail éloigne de nous les maux dont nous sommes victimes. Si les jeunes sont sans emploi, ils ont des besoins. Comment voulez-vous qu'ils satisfassent ces besoins et qu'ils regardent leurs parents dans une relative misère? Donc ça pousse à dépasser certaines normes. Ça pousse à se dire « j'ai le droit de le faire puisque j'en ai besoin ». Donc moi je voudrais que dans les politiques qui sont mises en place, on tienne compte à la fois de la formation, de la mise en place de structures d'éducation, d'enseignement, mais aussi qu'on cherche à procurer des emplois. Qu'on aille vers même ce que beaucoup appellent l'auto-emploi. C'est vrai. Que les jeunes se disent, l'entrepreneuriat. je peux essayer de réussir. Je ne dirais pas le nom d'un grand, on va dire, capitaine d'industrie de ce pays, qui m'a raconté personnellement son histoire. Il a échoué au brevet. Contrairement à ce qu'il pensait, il était déprimé, décimé, et son père lui a dit, voilà, j'ai un champ dans telle banlieue, je te le donne, fais-en ce que tu veux. Et aujourd'hui, je ne veux pas le nommer, mais c'est quelqu'un, on peut dire qu'il a réussi. Pour dire que ce n'est pas seulement le diplôme qui fait la réussite, c'est cette espèce d'entêtement à travailler, à croire en soi-même. Je voudrais finir sur une image, une petite image que chez moi hier, donc à la maison, je vois une petite fourmi qui se met à tirer un autre insecte 4, 5, 10 fois plus gros qu'elle. Et je me suis dit, où est-ce qu'elle va aller toute seule avec ce fardeau qu'elle tire? Est-ce que vous avez vu comment les fourmis travaillent? Comment les fourmis s'organisent? Comment elles ont le sens de la communauté? Parce qu'une fourmi, ce n'est pas pour elle-même qu'elle le fait. Elle va le ramener à la fourmilière où la reine-mère est là, qu'il faut nourrir pour qu'elle puisse continuer à pondre et à faire prospérer la colonie. Est-ce que chacun de nous est une petite fourmi qui met toute son énergie au service de la communauté? À ce moment-là, je crois que la fourmi, elle est contente de faire ce qu'elle fait. Et toute la communauté aussi l'est. Ce symbolisme animalier nous rappelle les fables de La Fontaine. Professeur, merci d'être là. C'est gentil de m'avoir reçu et merci à tous vos téléspectateurs. Un plaisir partagé. La fileuse d'amour, 8 nouvelles à lire, à déguster en cette période de guerre sanitaire. Belle ligne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à faire cette émission. Je vous retrouve 15 jours pour une autre émission, dont cette émission dédiée au livre, à la lecture, mais également à l'écriture.